Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table, Antonin André, bonsoir. Rédacteur en chef Pierre, bonsoir à tous. politique du Journal du Dimanche. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir Pierre. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. Notre invité politique ce soir, Laurent Jacobelli. Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Porte-parole du Rassemblement National, député de la Moselle. Je le disais, dans un quart d'heure, un conseil des ministres pour donc présenter en urgence cette loi spéciale. On va en parler dans un instant. Mais avant ce conseil des ministres, le Premier ministre a consulté toute la journée. Il ne vous a pas consulté, vous ? Je crois qu'il y a des consultations qui peuvent continuer, mais en tout cas, s'il ne nous a pas consultés, c'est pas très grave, vous savez, parce que ce budget, finalement, c'est un choix entre la peste et le choléra. Vous avez la gauche qui veut augmenter les impôts et la droite qui veut augmenter la dette, c'est-à-dire creuser le déficit sans faire appel à l'argent public. Et donc, vous au me final, donnez la c'est les réponse, Français, en fait. c'est les Français qui paieront. Vous n'êtes pas consulté parce que vous êtes responsable de l'absence de budget. Non, nous ne sommes pas responsables de l'absence de budget. Ce qui est responsable de l'absence de budget, c'est le fait que l'Assemblée nationale soit divisée en trois à cause de l'alliance improbable qui va de LFI aux Républicains, qui a empêché au deuxième tour des législatives de 2024 la France d'avoir une majorité. Le Rassemblement national était le seul parti en capacité d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale et de proposer un budget qui correspondait aux réformes, aux objectifs que nous avions et que les Français auraient avalisés. Puisqu'il n'y a pas de cap, puisqu'on ne sait pas où on va, évidemment, le budget derrière ne peut pas être cohérent. Si loi spéciale, vous suivez, et si 49.3, vous censurez ? Ben, vous avez tout résumé. La loi spéciale, c'est, pour faire simple, la reconduction du budget précédent pour que les fonctionnaires soient payés, que la France continue à vivre. Parce qu'il y aura pas, tout ne va pas s'arrêter, il n'y aura pas de pluie de criquets, ni d'invasion d'aliens, hein, je vous rassure. Tout va continuer. C'est pas exactement pareil quand même pour les sujets régaliens. Non, c'est vrai, mais plutôt qu'un mauvais budget qui était celui qui nous était proposé avec 19 milliards d'impôts et taxes supplémentaires et 30 milliards de dépenses publiques supplémentaires, un budget que les sénateurs, et notamment LR, avaient aggravé encore en portant le déficit à 5,3% du PIB, plutôt que ce budget qui aurait encore creusé l'état financier de la France, celui de 2025 est finalement un moindre mal. Monsieur André. Loi spéciale, ça veut dire donc pas de budget supplémentaire pour les armées, pas de budget supplémentaire pour l'intérieur. Ça veut dire que les Français qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu vont le payer parce qu'il n'y aura pas d'indexation du barème de l'impôt. Tout ça, vous préférez ça à un budget ? Alors, on nous a fait le coup, il y a déjà un an. Je vous rassure, dès que les fêtes seront finies, il va y avoir la négociation pour un nouveau budget. C'est-à-dire que là, on parle d'une solution intermédiaire pour quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Mais l'idée est quand même de doter notre pays d'un budget maintenant. Pour être très clair, si on continue avec la même Assemblée nationale, si on continue avec le même Parti socialiste qui, avec moins de 2% des voix à la présidentielle, continue à dicter sa loi économique, c'est-à-dire celle de Mitterrand, de Hollande quand même, pour bien imaginer le fiasco, à la majorité dite de centre-droit, alors évidemment, ce sera sans nous. Donc il va falloir que le Premier ministre maintenant consulte et puis peut-être change d'alliance, parce que en continuant d'être l'otage des socialistes, on aura toujours plus d'impôts, toujours plus d'immigration, toujours moins de sécurité, toujours moins de performance. Vous répondez au gouvernement et notamment à la ministre des Comptes publics qui a fait une liste de tous les impôts, en tout cas des mesures que vous avez proposées, qu'elle trouve assez étonnantes, notamment le rabot sur la niche Coluche, la suppression de la C3S, une taxe contraire au cadre européen mondial sur le rachat d'actions, la volonté de taxer les actions des grandes entreprises, le vote de la fin du dispositif Madelin, et il y a encore comme ça 3 ou 4 mesures. Si elle est en train de nous dire que notre politique serait à peu près l'opposé de ce qu'elle fait, elle a raison. Et comme sa politique est mauvaise, c'est plutôt une légion d'honneur. C'est beaucoup des hausses d'impôts, là. C'est beaucoup des hausses d'impôts. L'IFI, par exemple, c'est une hausse massive d'impôts. On va tordre le cou. On voit pas bien où vous allez, vous. Je vais vous expliquer, on va tordre le cou à une légende. Voilà. Nous sommes pour la baisse massive des impôts, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Une baisse générale pour les entreprises. Ce qui veut dire que pour baisser le niveau moyen d'impôt, il faut que tout le monde le paye, y compris les multinationales étrangères qui font des bénéfices en France, qui utilisent les infrastructures de la France, qui utilisent les services publics français. Or, aujourd'hui, il y a des multinationales qui font du chiffre d'affaires et des bénéfices en France, qui exportent ces bénéfices vers le Luxembourg, vers les États-Unis, vers les Pays-Bas, et qui donc ne payent pas d'impôt en France. Mais cet impôt-là, il manque. Et c'est nos TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire qui le payent. Nous, on veut
que tout le monde paye l'impôt Mais en justement, France. C'est assez logique finalement. Dans ces grandes entreprises, il y a aussi des entreprises de vêtements et pas seulement de vêtements, mais en tout cas qui engendrent des petits colis. Vous êtes opposé à la taxe sur les petits colis, pourquoi ? Parce que la chasse aux pauvres, c'est pas notre truc en fait. Aujourd'hui, c'est un peu antinomique. Aujourd'hui, il y a évidemment le désir d'acheter français en matière de textile. Sauf que la mondialisation, les normes, les impôts ont tué notre industrie textile. Il reste quand même. Même les pulls de la marine nationale. Vous avez raison, il reste quand même quelques fabriques de pulls, de jeans, etc. Il en reste. Sauf que vous dites à des Français dont le pouvoir d'achat a baissé, dont l'entreprise a fermé, vous avez le choix entre un pull à 5 € qui vient de Chine ou un pull à 100 € qui vient de France. Quand vous êtes au SMIC, vous prenez le pull à 5 €. Donc leur dire, c'est à vous qu'on va demander de payer en plus la mauvaise politique de mondialisation qu'on a fait depuis des années, je trouve ça injuste et ça ne changera absolument peut-être, mais vous ne pouvez pas rien. En même temps vous dire patriote dans ce cas-là, parce que vous ne pouvez pas encourager l'économie française. Pierre de Villeneuve, c'est toute une économie à revoir. Nous, notre règle, elle est simple. Tu fabriques en Chine avec des normes sanitaires, écologiques, économiques qui ne sont pas les mêmes que les nôtres en France, tu ne peux pas importer en France. Et donc ça veut dire qu'on va recréer une industrie française. Si on ajoute à cela la priorité nationale pour la commande publique, on va recréer un terreau, un écosystème d'entreprises et les Français pourront à nouveau acheter français. Mais tant qu'on continuera avec la mondialisation sauvage où on peut produire à l'autre bout du monde avec des enfants en faisant un désastre écologique et sans aucune restriction, eh bien notre industrie sera foutue. Et le pouvoir d'achat des Français continuera à baisser. C'est un cercle vicieux dans lequel vous avez dit quand même beaucoup de choses. Ça veut dire que vous encouragez des petits colis où il y a peut-être des produits fabriqués par des enfants. Non, nous ne l'encourageons pas. Je vous dis que même si on met par défaut. Si on met je dis pas que vous avez un dogme pour encourager le travail des enfants. Merci de le préciser. Mais vous comprenez bien que par défaut, on a des saloperies qui viennent de l'autre bout du monde, fabriquées par des enfants de moins de 15 ans. On veut l'interdire. Voilà, c'est tout. On veut l'interdire pour favoriser l'industrie française. En fait, replacez-vous 30 ou 40 ans en arrière. Je ne suis pas nostalgique comme garçon. Mais moi non plus. Mais à un moment où on contrôlait ce qui était importé en France et où on avait des entreprises françaises fortes, les Français, même de classe moyenne, arrivaient à se nourrir en France, à s'habiller en France. Or, on a tout cassé à cause de la mondialisation. C'est sur ce système qu'il faut revenir. Mais c'est révélateur, cette taxe sur les petits colis. Oui, c'est très révélateur. Pourquoi vous pourriez ne pas vous opposer à cette taxe sur les petits colis ? Mais parce que ça ne règle absolument rien et qu'une fois encore... Vous encourageriez aussi sur la fast fashion aux gens, justement, vous parlez d'un pull à 100 € ou un pull à 5 €, d'investir dans un pull à 100 € qu'ils garderaient pendant 10 ans plutôt que d'acheter tous les ans des pulls à 5 €. Sauf que peut-être que vous, moi, et que tous autour de cette table, on peut se le permettre, mais que beaucoup de Français ne peuvent pas se le permettre. Et qu'au lieu d'acheter un pull à 5 €, ils achèteront un pull à 6 €. Donc oui, effectivement, il y aura 1 € de taxe, et qui va le payer ? Les Français les plus fragiles ou les Français des classes moyennes. C'est complètement injuste, et ça ne règle aucun problème. Bref, c'est socialo-macroniste. Sébastien Ligné. Justement, une question peut-être un petit peu plus politique, mais quand vous voyez l'attitude générale... Dis tout de suite que je parle chiffon. Non, mais c'est passionnant. Mais d'ailleurs, je remarque qu'il y a une tendance au pull aujourd'hui sur le plateau. Oui, je pense qu'on ne s'est pas téléphoné avec Antonin. Mais là, on était sur une partie très budgétaire. Quand vous regardez l'attitude des Républicains dans cet hémicycle depuis maintenant quelques mois, qui s'embourbent de plus en plus dans un pas de deux assez étrange, je t'aime moi non plus, avec le gouvernement, qu'est-ce que vous dites, non pas aux élus LR, parce qu'on a bien compris que certains élus LR étaient irrécupérables, mais aux électeurs, les Républicains? Ne vous laissez pas faire. Si vous êtes convaincu qu'on peut retrouver une souveraineté industrielle en France, si vous êtes convaincu qu'il faut baisser les taxes et supprimer un certain nombre de normes, si vous êtes convaincu qu'il ne faut pas chercher soit à créer des impôts, soit à noter la France, mais à réduire drastiquement les dépenses de l'État, si vous croyez en la sécurité, en l'identité française, ne perdez plus votre temps avec les LR qui vous ont trahi matin, midi et soir, qui ont accepté un budget socialo-macroniste et rejoignez-nous. Ces mêmes élus LR, travaillons ensemble. Ces mêmes élus LR continuent, et c'était la discussion qu'on avait, à avoir des interrogations, pour dire le moins, sur la partie non pas identitaire ou sécuritaire de votre programme. Là-dessus, ils sont totalement d'accord. Mais sur la question économique. La discussion qu'on a là depuis 10 minutes, les retraites, l'impôt sur la fortune, tout cela, est-ce que ce ne sont pas les derniers points qu'il faut éclaircir pour permettre à ces électeurs dits de droite de venir vous rejoindre? Parce que ça reste une question qu'on entend très souvent. Le RN, c'est la retraite à 62 ans, etc. Ce sont des faux semblants, et je vais vous dire, c'est une excuse. Parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont plus que cet argument-là. Or, ces mêmes LR, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, par exemple, ont refusé
la suppression d'un impôt de production, la fameuse C3S que vous évoquiez tout à l'heure, qui aurait été une bouffée d'oxygène pour nos entreprises. Donc ils passent leur journée à dire il faut moins de taxes. Quand on vote la suppression d'une taxe, ils sont à la buvette. C'est même LR qui, au Sénat, ont aggravé l'endettement de la France dans le budget qui finalement ne sera pas accepté. Tant mieux. Il faut supprimer la buvette. En le passant de 5,1. Vous avez des solutions toujours très étranges, Pierre de Villeneuve. C'est pas étrange, on supprime la buvette, tout le monde est au boulot. Continuez à être journaliste, franchement. Bah dis donc. Non mais c'est bien. Mais vous l'étiez aussi. En tout cas, vous étiez à la télévision. C'est vrai, vous avez raison. On a tous nos défauts. Faire passer le déficit de 5,1 à 5,4%. Honnêtement, est-ce que vous croyez que c'est responsable? Et quand on est LR, qu'on se dit de droite, accepter le diktat de M. Faure, de M. Hollande, pour faire passer un budget qui clairement rappelle les années 80 et François Mitterrand, c'est pas à la hauteur. Je pense qu'ils sont englués dans des tambouilles. Ils n'ont plus qu'un souci, c'est rester en place. Ils ont peur de la dissolution. Si pour ça, ils doivent pactiser avec le diable rouge, ils le feront. Le RN est-il de droite ou de gauche? Question que je poserai à Laurent Jacobelli après une pause sur Europe 1 tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Antonin André du JDD et Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles, notre invité politique sur Europe 1, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National et député de la Moselle. Effectivement, Sébastien Ligné, pour poursuivre la discussion, disait à l'instant qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la couleur politique du RN. Alors le RN souvent répond nous on est nous, donc on n'est ni de gauche ni de droite, mais en réalité la France n'est pas faite comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un clivage, il y a un centre. Marine Le Pen dit que le RN n'est ni de droite ni de gauche. Oui. Jordan Bardella, lui, indique plutôt que le RN est de droite, et notamment sur des questions économiques. Vous avez deux lignes au RN. À mon avis, il n'a jamais prononcé ces mots-là. C'est l'ambiguïté que vous aurez à trancher. Alors expliquez-moi quelles deux lignes, parce que moi, je n'ai pas vu deux lignes encore. Le programme de Jordan Bardella, tel qu'il était avancé notamment aux européennes et dans les législatives qui suivaient, ressemblait beaucoup au programme du RPR des années 80-90, et qui était très libéral et très pro-business, là où Marine Le Pen, elle, défend plutôt des mesures sociales, socialisantes, et qui s'adressent à l'électorat populaire. Donc il y a deux lignes économiques au RN, et c'est cette ambiguïté-là que vous devrez trancher. Et on peut comprendre une chose, d'ailleurs. Je rajoute juste une chose, parce que je me suis fait rentrer dedans par Antonin André, mais je rappelle quand même que Marine Le Pen a conquis tout un électorat communiste au nord de la France. Donc on imagine, Laurent Jacobelli, qu'elle est tenue envers ses électeurs. Non, Marine Le Pen est tenue envers l'ensemble des Français, et elle suit l'intérêt général. Vous parliez tout à l'heure de deux lignes. Ça veut rien dire, pardonnez-moi Laurent. Si je peux aller jusqu'au bout de mon explication, peut-être que je vais avoir la chance de vous éclairer. Vous savez très bien que dans cette émission, il est interdit de sortir des grands pensums, des grandes phrases qui veulent rien dire. Vous le savez très bien. C'est pas le genre de la maison. C'est pour ça que je vous laisse continuer. Alors, merci de votre crédit. Vous nous avez dit tout à l'heure, Jordan est pro-business, Marine est pro-social. Si je résume bien votre pensée. Voilà. Alors, je crois que vous avez sûrement entendu comme moi d'un homme illustre dans l'histoire de France, appelé le général de Gaulle, qui est pour moi une référence, et qui a toujours associé l'essor économique au progrès social. L'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Oui, on est pro-business. Oui, on est pour une économie de marché, mais une économie de marché avec des règles. Par exemple, on est pour le libre-échange, mais on est contre la concurrence déloyale. C'est une question de curseur. Nous ne sommes pas pour étatiser et nationaliser les entreprises. Nous ne sommes pas pour qu'il y ait un revenu d'État. Personne n'est favorable à la concurrence déloyale, je pense. Non, mais sauf que de fait, certains l'ont mise en place. Non. Donc, nous, c'est très clair. Plus les entreprises seront créées, plus il y aura des investisseurs, des créateurs d'entreprises, des ingénieurs qui veulent lancer des innovations. Ils seront aidés, encouragés, avec des cadeaux fiscaux. Par exemple, vous taxez pas les actions, les revenus en actions. Fiscaux. Pourquoi? Parce que demain, ils créeront de l'emploi. Et cet emploi créera des cotisations sociales qui nous permettront de préserver notre système donc vous ne taxerez pas le capital. On ne taxe pas les actions, les revenus en actions et le capital. Mais on peut taxer, mais raisonnablement. Puisque ces actions financent ces entreprises. Il y a des actions bénéfiques et il y a, vous le savez très bien comme moi, des rachats d'actions qui sont des entourloupes pour faire paraître les comptes meilleurs qu'ils ne le sont. Vous êtes, j'imagine, connaisseur de cela. Et donc, la limite, elle est chez nous de toujours vouloir une économie de bonne foi qui va dans l'intérêt général. Désolé de répéter ça, mais ça a un sens. L'intérêt général, c'est quoi? C'est la croissance, l'emploi et financer les caisses sociales. Donc, il n'y a pas deux logiques. Il y en a une seule. Chacun l'exprime avec ses propres mots, avec son parcours. Certains chez nous viennent de la gauche, d'autres
viennent de la droite, on a tous des sensibilités. En revanche, on se rejoint sur ce programme parce que, je le répète, des investisseurs libérés des taxes, libérés des normes, c'est la création d'emplois. La création d'emplois, c'est de la consommation, c'est-à-dire de la création d'emplois à nouveau, et c'est un cercle vertueux. Sans ça, on ne s'en sortira pas. Sébastien, c'est la seule version qu'il y a chez nous. Ligné. Moi, je me demande parfois, quand j'écoute des représentants du RN, s'ils connaissent vraiment leur électorat, en fait. Parce que Pierre de Villeneuve évoquait à raison ces anciens bastions ouvriers dans le Nord que le RN a acquis. Mais aujourd'hui, l'ancien ouvrier, il est de droite. Et c'est pour ça qu'il vote pour le RN, ou il est devenu de droite. Les sondages vous montrent que plus de 70% de vos électeurs se considèrent de droite, s'ils ont à choisir une étiquette. Si ce n'est pas le ni de droite ni de gauche, mais qu'ils doivent trancher, ils choisissent en extrême majorité l'étiquette de droite. Si Valérie Pécresse a fait 5%, alors que François Fillon, 5 ans avant, avait fait 20%, ces 15%-là, ils ont pas disparu dans la nature, si vous voulez. Vous en avez une partie qui vous ont rejoint. Et ils n'ont pas rejoint le RN en abandonnant leur étiquette originelle. De la même manière que, et vous êtes très bien placé pour le savoir, il y a une partie importante des élus ou des électeurs RN qui sont ce qu'on a appelé des déçus du sarkozysme. Comme moi. Des vrais électeurs de droite qui ont rejoint ensuite Marine Le Pen sur la question identitaire, sur la question sécuritaire, régalienne, en passant un petit peu l'économie au second plan, parce que je pense que c'est ça la question, c'est quel est le moteur principal du vote RN aujourd'hui ? Certains vont nous dire, c'est le pouvoir d'achat, c'est la question des retraites, etc. Bien sûr que c'est important. Bien sûr. Mais in fine, les gens voteront RN parce que le programme RN et l'identité RN, c'est le régalien, c'est la sécurité, c'est une lutte contre l'immigration. Et c'est pour ça que vous gagnerez l'élection présidentielle si vous venez à la gagner. Je vais vous répondre, mais c'est quoi être de droite en France en 2025 ? Est-ce que c'est être LR ? Moi, j'ai pas l'impression que les LR Je pense que Sébastien n'a pas dit ça. De droite. C'est vous le premier parti de droite aujourd'hui, c'est ça que je quoi vous ça dis. sert ? Je crois que le clivage, mais on l'a dit 100 fois, il est ailleurs aujourd'hui. Est-ce qu'on est pour un retour de la souveraineté ? Un retour de la sécurité, un retour de l'identité. Si oui, alors travaillons ensemble. Marqueur de droite, Laurent. Mais pas seulement. Il y a des gens à droite qui ont oublié ces marqueurs dans le centrisme. Je rappelle que les LR aujourd'hui sont une fusion de l'UDF et du RPR, puisque vous voulez faire l'histoire de la droite, et que l'UDF c'est le centre droit qui a perverti la vraie droite qui était le RPR. Donc tout ça n'a pas de sens. Il y a chez nous des gens qui partagent le même programme et qui viennent de tous les horizons. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, ceux qui pourraient nous rejoindre dans les élections à venir et qui sont le plus proches de penser comme nous sur l'identité, la sécurité, la souveraineté et le pouvoir d'achat, une grande majorité de ceux-là viendront des LR, évidemment. En revanche, il y en a aussi qui viendront de gauche et on ne veut pas leur fermer la porte. Mais quel électeur de Raphaël Glucksmann va voter Marine Le Pen ? Enfin, franchement, les électeurs de gauche qui étaient tentés par le vote RN, ils sont passés RN. C'est bon. Les électeurs de gauche déçus, vous les avez. Mais dites donc, mais je suis très inquiet pour vous, parce que quand quelqu'un est séduit par vous, une fois que c'est fait, vous lui parlez plus. Nous, il y a des gens, qui sont... C'est pour ça. Voilà, tout s'explique. Il est marié à son métier, Sébastien Ligné. Il y a des gens qui sont venus de la gauche pour nous rejoindre, mais et alors mais vous les avez pris, il n'y a plus personne à prendre. Mais on va continuer à leur parler et on va continuer à écouter ce qu'ils nous ont à dire. Excusez-nous, mais on passe notre journée à entendre. Il faut parler à tout le monde, il faut faire des consensus, etc. On est probablement le parti le moins sectaire de la Terre et vous êtes en train de me dire sectarisez-vous. Bah non. Est-ce que vous diriez qu'une fois qu'on a fait le tri et qu'on a récupéré certaines personnalités qui sont peut-être plus de gauche que de droite, est-ce que par exemple Jean-Philippe Tanguy, aujourd'hui, dans votre escarcelle du RN, avec les idées qu'il porte, il est peut-être un peu moins à droite que certains et finalement il trouve sa place au RN. Mais pourquoi vous voulez tous nous positionner sur cet échiquier qui est un échiquier ancien et qui ne marche plus? Mais je en fait, aujourd'hui, vous avez beau dire que ça ne marche plus, c'est quand même quelque chose qui est dans la tête des Français. Non, pour moi, mais non, moi je ne suis que le vulgarisateur de ce que pensent les Français. On a des études, des sondages, vous savez très bien. Je m'amuserai pas à dire ça parce que j'avais ça dans ma tête malade. Je veux dire, les Français sont rattachés. Vous avez bien ce que Monsieur Macron a essayé de mettre fin à ce clivage gauche-droite. On voit le résultat aujourd'hui. Les questions vitales. Oui. Est-ce qu'on est pour une Europe plus fédérale ou une Europe des nations? Ça, c'est vital. Je suis désolé, la droite, il y a à droite et chez DLR des gens qui sont vraiment fédéralistes. Mais ils ne sont pas de bord. Et il y a à gauche des gens qui sont souverainistes. Vous voyez, ces clivages aujourd'hui dépassent les partis politiques. Vous parliez DLR, écoutons Philippe Juvin, rapporteur LR du budget à l'Assemblée, qui a estimé que le PS souhaite en coulisses quoi? Un 49-3. Le Parti socialiste,
au fond, même s'ils ont des affichages parfois un peu olé olé, quand ils nous ont demandé la semaine dernière, ils sont venus me voir en me disant nous voulons 10 milliards de dépenses en plus. Je leur ai dit écoutez les gars, vous rêvez, c'est pas possible. Au contraire, nous on va vous baisser la dépense. Ils souhaitent la stabilité, ce sont des gens responsables. Donc je pense que le Parti socialiste sera d'accord pour un 49.3. Il faut simplement les traiter, regarder leur demande. Ils vous le disent, mais ils osent pas le dire. En privé, oui, bien sûr. Philippe Juvin, ce matin sur BFM TV. Donc ça voudrait dire, selon Monsieur Juvin, que le PS serait un parti pyromane parce qu'ils savent très bien que vous allez censurer derrière ? Non, je crois que le PS aujourd'hui c'est un groupuscule dont les quelques élus veulent garder leur place. Et pour ça, ils sont prêts à vendre leurs électeurs. Ils sont 60 quand même. Donc Oui, ils sont 60. Ils sont 60 parce qu'ils se sont vendus leur âme à la France insoumise pour être élus. Oui, il y a des antisémites dans le parti, c'est pas très grave. Il y a des racistes anti-blancs, c'est pas très grave. On va quand même s'associer à eux pour se faire élire. Des LFI. Oui, bien sûr. Pardon. Et maintenant que le PS est élu, ils se disent maintenant quand même les autres sont quand même infréquentables. On va quand même pas déjeuner avec Ercilia Soudet et Monsieur Delogu. Donc on va parler aux macronistes et on va changer notre fusil d'épaule. Mais enfin, excusez-moi, au niveau honneur et sincérité, ça veut pas dire grand-chose. Maintenant, je vois que les LR, on entendait Monsieur Juvin, s'en accommode tout à fait pour voter la même chose et le même budget. 49.3, vous m'avez pas répondu, Laurent Jacobelli. C'est une censure du RN ou pas ? Oh, très probablement, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais on verra bien s'il y a 49.3. Que va faire Monsieur Lecornu Le problème, c'est un 49.3 sur quel budget ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de copie budgétaire aujourd'hui qui soit présentable, puisque le Sénat a sorti une copie budgétaire à 5,3% de déficit. Le Lecornu a dit qu'il ne veut pas être au-dessus des 5%. Donc la question, c'est quel budget on présente pour un 49.3 ? Quant à l'attitude des socialistes, c'est une attitude de faux cul. C'est-à-dire que les socialistes... j'ai pas osé. Mais si, c'est des faux culs. Ils ont négocié avec le gouvernement un budget qui leur convient très bien, mais évidemment, devant leurs électeurs, ils veulent surtout pas voter le budget parce que ce serait assimilé comme un soutien du gouvernement. Donc eux, ils veulent les négociations budgétaires, prendre leur gain budgétaire, mais pas l'assumer, et donc passer par un 49.3. Donc après avoir demandé à ne pas passer de 49.3. D'où le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils le veulent à toute force, mais n'osent pas le demander. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel numéro ubuesque on se retrouve. C'est vraiment une situation... Je ne sais pas à quel moment tous ces gens-là pensent aux Français. À quel moment les gens se disent en fait, on a été élus. Si, le 25 au soir. Non, je pense que la réponse est dans la question. Cette Assemblée nationale, mais... Franchement, dans son intégralité depuis 2022, a quitté terre. Non, alors, je suis pas d'accord. Non, désolé. Vous n'allez pas être d'accord pour les élus du Rassemblement national. Effectivement, parce que nous, au moins, on a une espèce de continuité. C'est-à-dire que nous, on n'est pas choqués par voter parfois des choses qui viennent d'autres partis que le nôtre, si ça va dans le bon sens. En tout cas, ce qui nous apparaît être le bon sens. Oui, enfin, je vais vous dire, sur le budget depuis le budget depuis le début, c'est censure. Donc en fait, il n'y a pas de discussion d'une négociation. C'est censure. Non. Censure, dissolution, vous avez écouté d'une oreille distraite. Ah non, pas du tout. Je vais me permettre de préciser quand même. Je connais un peu quand même le Rassemblement national. Nous, c'est très simple. On demande une baisse des dépenses. Voilà. Pas de hausse de l'endettement, pas de hausse de la fiscalité, baisse des dépenses. Les agences qui ne servent à rien, l'immigration, le coût de l'Union européenne, le coût du fonctionnement de l'État, 40 milliards à trouver et pas un sou à prendre dans la poche des Français. Si ça se fait dans ces conditions-là, ça sera avec nous. Sinon, retournons aux urnes parce qu'on n'y arrivera pas. Merci Laurent Jacobelli d'avoir été invitation. Joyeux Noël. Avec nous et joyeux Noël à vous, monsieur le député du Rassemblement national.